Je crois que la raison principale pour laquelle le président de la République a décidé d'organiser des One Planet Summit depuis le début, en réalité, de son mandat, c'est de travailler sur des sujets qui sont importants en matière de l'environnement et d'essayer de cristalliser les actions possibles autour d'un moment défini qui sont des sommets. Et les types d'actions qui sont amenés dans ces sommets, c'est très souvent des engagements des entreprises, des États, des engagements ensemble. Donc l'idée, c'est bien d'amener à la fois les plus hauts niveaux politiques de différents pays à s'intéresser à un sujet donné, mais aussi le monde économique, le monde des ONG, la société civile, et pour que, à l'occasion d'un moment particulier, et prenant évidemment en compte l'ensemble des enjeux, il y ait des vrais engagements qui soient mis sur la table. Voilà. Ça a commencé avec un sommet One Planet Summit sur le climat, et c'était notamment important parce que c'était le moment où les États-Unis s'étaient retirés de l'accord de Paris, vous vous en souviendrez. Et donc fin 2017, le président de la République a décidé de faire un One Planet Summit essentiellement sur le climat, et ça a été très très important parce qu'on a eu énormément d'engagements, y compris d'entreprises américaines, qui ont un peu pris le relais. Voilà. Surtout que la France, c'est en France que l'accord de Paris en 2021 a été signé. Exactement. Donc la France se sentait une forme de responsabilité de continuer au fond cet engagement-là. Et puis il y en a eu un autre sur les océans, à Brest. Cette année, il y en a eu un sur la biodiversité en France début 2021. Et là, c'était évidemment l'idée de commencer à travailler sur l'accord qui allait être signé lors de la COP 15, qui a été l'accord Kunming-Montréal, qui a été signé, en tout cas sur lequel nous nous sommes mis d'accord en décembre de l'année dernière, 2022. Et donc l'idée, là, c'était plutôt de donner une impulsion. Et d'ailleurs, ça a, à mon avis, bien marché, puisque ça a donné lieu à des lancements de grandes coalitions qui ont permis, à mon avis, une partie d'entre elles, en tout cas, d'acter cet accord. Donc là, l'idée, et je pense qu'elle vient aussi du Gabon, je crois que la France n'est pas que responsable, c'était bien autour du sujet de la forêt et des pays qui sont d'abord forestiers, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement maintenant qu'on a des accords cadres, qui sont l'accord de Paris d'un côté sur le climat, mais aussi l'accord Kunming-Montréal sur la biodiversité. Donc on a deux grands cadres internationaux qui nous donnent un certain nombre de grandes lignes sur ce qui doit être fait, et ces deux accords en fait concernent la forêt, parce que la forêt c'est le lieu d'intersection, si je puis dire, entre les sujets climatiques et les sujets biodiversité. Et je crois que le Gabon est particulièrement bien placé pour proposer de faire un sommet sur ce sujet. Est-ce que pouvez nous dire pourquoi est-ce que ces trois piliers ont été spécifiquement définis dans ce sommet? Un pilier sur la science, un pilier sur les chaînes des valeurs et l'autre pilier sur la finance. Alors, je ne voudrais pas déflorer ce que vont dire les futurs participants ici, mais en fait, lorsqu'on veut faire quelque chose, et c'était déjà quelque chose qu'on avait fait lors de l'accord de Paris, on avait aussi lancé ce qu'on avait appelé à l'époque un agenda de l'action, qui est à peu près la même chose. C'est la même démarche, au fond. C'est, si on veut éviter qu'on soit juste des défilés sur des podiums, à raconter des belles choses intéressantes et puis repartir. Il faut que ça soit dans un cadre qui soit crédible. Quel est le cadre le plus crédible? C'est d'abord de s'appuyer sur la science. Donc savoir de quoi on parle. Si on dit on veut rester sous 2 degrés, pourquoi est-ce qu'on veut rester sous 2 degrés? Et qu'est-ce que ça veut dire de rester sous 2 degrés, secteur par secteur, concrètement? Qu'est-ce que la science a à nous dire sur ce que veut dire rester sous 2 degrés dans le matière de transport? Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'agriculture, etc., etc. Donc commencer par la science, c'est pour ça qu'il y a un pilier sur la science qui nous paraît être essentiel pour pouvoir regarder ce que ce que devient la forêt dans la longueur. Deuxième pilier, c'est qu'au fond, si on souhaite, et en l'occurrence c'est bien l'objectif du Gabon en ayant accueilli ce forum, que les gens prennent conscience de la richesse que constitue une forêt qui n'est pas coupée, il faut aussi que les gens qui peuvent en profiter bénéficient de revenus alternatifs ou de revenus grâce à cette forêt. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un business forum, parce que toute l'idée
eh bien, d'essayer de remplacer des revenus qui seraient directement issus d'une déforestation, que personne ne souhaite, et certainement pas le Gabon, dans le bassin du Congo, par des revenus alternatifs pour ceux qui, aujourd'hui, vivent d'une déforestation. Donc c'est bien pour ça qu'on a parlé d'un business forum et qu'on a, de façon générale, discuté de la façon dont les chaînes de valeur internationales peuvent être modifiées au bénéfice des pays forestiers. Et enfin, une troisième partie, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça? Est-ce qu'une fois qu'on a dit tout ça, ça marche? Quelle est la part de ce qu'il faudra faire au niveau national? Quels sont les revenus nationaux qu'on peut mettre en place, les paiements pour les services écosystémiques, les crédits carbone locaux, des tas d'autres choses et de taxes, etc. On va y revenir. Mais aussi les financements internationaux, aussi bien les financements classiques, mais aussi les crédits privés et les crédits carbone privés. Et comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là sur des pays qui, comme le Gabon, ont en réalité un vrai stock de carbone et qui ne sont pas dans une logique ni de déforestation, ni de reforestation massive. Voilà la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut regarder ces trois piliers-là, sinon on est incomplet. Merci beaucoup pour ce résumé en fait, des objectifs de ce One Planet Summit. Effectivement, la science est à la base de l'information pour mieux comprendre comment fonctionne un système. Et il était extrêmement important qu'on fasse le point sur ce que nous savons sur ces forêts-là et surtout sur ce que nous ne savons pas. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui sont venus faire des présentations des résultats de leurs recherches et ce que nous avons retenu, c'est qu'au-delà des technologies qui ont été présentées, les connaissances sur les forêts du bassin du Congo restent encore assez fragmentaires et assez insuffisantes, surtout si on les compare aux forêts amazoniennes. Mais dans ce bassin, on a encore une chance. C'est encore un massif qui est assez bien préservé. Je pense que les différentes actions de conservation qui ont été mises en place depuis plus de 20 ans dans certains pays, le Gabon était un exemple parfait. Ça fait 50 ans qu'on promeut le développement durable, on promeut la gestion durable des forêts, avec les premiers plans d'aménagement qui ont été mis en place, ont permis de garder ces forêts assez intactes. Mais d'autres présentations nous ont montré aussi les menaces qui pèsent sur ces forêts. Le cas de la RDC est le plus critique. Il y a 20 ans, la RDC était un pays, la déforestation était quasiment faible. Et depuis quelques années, chaque année, la RDC perd 500 000 hectares de forêt. Et à ce rythme-là, la forêt de la RDC qui représente 40% de la superficie forestière dans le bassin du Congo, dans les 10-20 prochaines années, si rien n'est fait, elle va disparaître. Et ça va être un problème important. D'autres présentations nous ont montré les services que ces forêts rendent à l'humanité. Pas seulement aux Africains qui vivent à l'intérieur. Je pense que vous avez compris que les forêts du bassin du Congo, c'est la solution au réchauffement climatique. Dans ces forêts, il y a environ stocké dans les arbres et le sol 10 ans des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on ne les préserve pas, eh bien, si ces émissions repartent dans l'atmosphère, l'objectif d'atteindre 1,5 degré est irréaliste. Même si en Europe, dans les autres pays, on fait une transition écologique, on n'utilise plus du pétrole du tout. On estime que le niveau d'élévation des températures sans les forêts tropicales, c'est 10 degrés. Vous comprenez le problème qui risque de nous tomber sur la tête dans les prochaines années. Donc, la science a fait un constat, la science a proposé, les chercheurs ont proposé des mécanismes pour arriver à résoudre les problèmes. C'est la collaboration, c'est les partenariats entre tous les États qui sont concernés par cette question. D'autres ont également présenté des projets sur le lien entre la santé humaine, animale et la santé des écosystèmes. C'est le cas du projet Présode. Et je sais que Diane, tu as
participer à ce en tant que représentant du ministère de l'écologie de France. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à propos de ce projet Présode? Merci beaucoup. Le projet Présode, c'est un projet qui a été monté après les bonobos. D'accord, ok. C'est un projet qui a été monté après l'épidémie de Covid-19, partant du principe que, en fait, on a vécu cette pandémie et que, comme 3/4 des nouvelles maladies infectieuses émergentes, sont des zoonoses. Et ce sont donc des maladies qui sont transmises, qui font des sauts d'espèces et qui passent des espèces animales vers l'homme. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a une accélération très forte des pandémies. Avant, on vivait à peu près une pandémie par siècle. Et là, depuis le début du siècle, on en a eu 6. Il y a eu le Covid, il y a eu MERS, il y a eu Zika, il y a eu un certain nombre de maladies. Et donc, ces maladies, ces zoonoses, elles sont très souvent, parfois on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont très souvent liées au fait qu'il y a une dégradation de la biodiversité, notamment très souvent liée à la déforestation, qui va renforcer en fait les contacts entre les humains, les animaux domestiques et puis les animaux d'élevage et la faune sauvage. Et donc c'est à l'occasion de ces contacts qui sont liés à cette dégradation de la biodiversité que les pathogènes peuvent franchir la barrière des espèces. Et une fois qu'on réalise ça, on réalise que en fait, la préservation de la biodiversité, c'est beaucoup plus efficace comme stratégie de prévention de ces maladies que ensuite, une fois que ces maladies sont parmi nous, comme le Covid-19, dépenser un argent, enfin les conséquences économiques du Covid ont été absolument monstrueuses et le coût de la vaccination, le coût de la prévention était le coût de une fois que l'épidémie a éclaté, énorme. Et on estime que préserver la biodiversité, c'est 100 fois moins cher que d'avoir à ensuite répondre à ces pandémies quand elles éclatent. Et le projet Présode, c'est un projet qui vise à renforcer les connaissances parce que on a ces connaissances, on arrive à le prouver sur certaines maladies. On comprend comment Ebola a commencé, on comprend comment Hendra en Asie a commencé, on comprend pour un certain nombre de maladies. Mais on a énormément aujourd'hui de zones d'ombre. On a besoin d'énormément de connaissances en plus. Et on a besoin de mobiliser très fortement la science sur ce sujet. Et donc, Présode, c'est un projet de renforcement des connaissances et de la recherche sur ces questions-là pour définir vraiment des stratégies pour prévenir. Présode, c'est pour Prevention of Zoonotic Disease Emergence. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va définir des stratégies de lutte contre l'émergence de nouvelles maladies zoonotiques. Et le One Forest Summit a été l'occasion d'obtenir l'adhésion de 3 nouveaux pays à Présode, le Gabon, la RDC et le Cameroun. Donc 3 pays qui sont très très importants pour nous, qui portent à 21 le nombre de pays qui sont mobilisés. On a plus de 200 partenaires, notamment de partenaires de recherche qui sont mobilisés pour cette initiative. Et il y a eu un moment très fort hier dans la restitution devant les chefs d'État et de gouvernement, parce que je pense que cette question du lien entre santé des écosystèmes, santé animale, santé humaine, le fait qu'on ne peut pas avoir des humains en bonne santé sur une planète qui va mal, et ce lien très fort entre dégradation de la biodiversité et émergence de nouvelles maladies infectieuses, c'était vraiment très important qu'on puisse en faire prendre conscience à nos chefs d'État et de gouvernement. Et donc on est vraiment, c'était vraiment un moment important pour nous, pour sensibiliser au plus haut niveau sur ces sujets. On est ravis de l'adhésion de ces 3 nouveaux pays. Merci Diane. Je voudrais poser une question à M. Gilles Claise, vous qui êtes le directeur exécutif de l'AFD
chargé du développement durable. Pourquoi, quand il s'agit du Covid, les États ont mis massivement des ressources pour résoudre le problème, mais quand il s'agit de changement climatique, ils sont frileux à le faire, notamment à financer la science. Pourquoi? Alors que c'est un problème plus, je dirais, plus existentiel pour l'humanité. Tout à fait. La question que vous posez, beaucoup de gouvernements se la posent rétroactivement après les plans de relance post-Covid, après la gestion de la dette qui est liée en fait à ce qu'on a fait publiquement pendant la crise Covid. Vous savez que par exemple l'endettement français est passé d'à peu près 95% du PNB à plus de 120%, c'est-à-dire qu'on a ouvert les coffres de l'État pour effectivement appuyer les entreprises dans des situations difficiles, ouvrir les dépenses sociales très très fortement pour permettre à tout le monde, etc. Ça, c'est ce qu'un pays très riche peut faire. Dans le cas d'un certain nombre de pays africains, évidemment, cette réserve n'est pas là. Et donc il y a eu des conséquences extrêmement graves, extrêmement dramatiques pour les vies humaines, pour les familles, voilà. Donc face à ces urgences, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une mobilisation sans précédent. On a considéré que les plans de relance sensibles, enfin pour le développement après le Covid, c'était à peu près 15 trillions. C'est-à-dire en gros 20% à peu près du PIB mondial qui a été remis dans le circuit économique pour faire face et pour relancer. Pourquoi ne fait-on pas ça pour les forêts, pour le climat, pour la biodiversité, pour les océans? Eh bien, c'est la politique, l'esprit humain qui considère que ces problèmes sont loin devant nous et pas immédiatement mordants et comment dire, destructeurs dans nos familles, dans nos vies, dans nos économies. Alors que la réalité, quand on fait un petit peu de la prospective assez rapidement et des projections sur les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire demain, en fait, les conséquences du changement climatique, les conséquences de l'érosion de la biodiversité, les conséquences de l'effondrement des écosystèmes, des bassins versants, etc., sont encore plus dramatiques que les pandémies. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus destructrices des institutions, des gouvernements, des peuples, des communautés, des familles que des pandémies. Donc effectivement, c'est une faiblesse dramatique avec un biais extrêmement fort pour le court terme. Et finalement, le One Forest Summit et ces sujets qui sont si importants et qu'il faut apprendre à projeter dans le temps long, ils sont cruciaux parce qu'ils permettent de mobiliser le niveau politique, mais aussi le niveau associatif, le niveau citoyen, évidemment le niveau économique et scientifique, pour commencer à raisonner et à prendre des décisions politiques qui s'inscrivent sur le long terme. Voilà, donc la réponse, vous l'avez comprise, elle est extrêmement humaine et sensible, et elle n'est pas plus rationnelle que ça en fait. Merci, M. Giclin. Nathalie, vous qui êtes d'une grande organisation, d'une grande ONG internationale, quelle a été la contribution du WWF dans ce sommet et surtout comment faire pour que la société civile aide les citoyens à mieux comprendre ces questions de changement climatique? Parce que je pense que vous avez, M. Gilles a clairement fait sortir le mot tout à l'heure, c'est l'endettement des pays. Les citoyens qui doivent payer plus d'impôts pour financer ces questions sur la préservation des forêts. Comment on fait pour pousser les citoyens du monde, je dis bien les citoyens du monde, à faire cet effort en tant que... Ok, merci beaucoup. Déjà pour parler du pilier 1, nous avons trouvé très intéressant que dans un tel sommet, on mette vraiment la science au centre. Parce que quand on en a fait un pilier, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, ça permet d'avoir une approche différente où nous n'avons pas la science d'un côté et puis les questions de gouvernance, de partenariat politique de l'autre côté. Mais là, ça veut dire qu'il est important d'écouter tout le monde. Et surtout, les présentations qu'il y a eu dans le cadre de ce pilier
c'était surtout des applications sur un certain nombre de choses qui permettent justement d'adresser les questions de déforestation et autres. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il ne s'agit pas là d'abord d'aller lire tout un rapport quelque part et de voir ensuite comment est-ce qu'on peut utiliser, capitaliser les données qui sont issues de ce rapport. Maintenant, concernant la question des citoyens, on en a parlé récemment avec un certain nombre de collègues. Récemment, j'ai eu la visite de la directrice générale de WWF France. Et lorsqu'on parle, par exemple, ils vont vous dire OK, nous avons des personnes qui financent WWF France, des individus qui, chaque mois, décident de mettre quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on imagine assez difficile au niveau du Gabon. Et dans les échanges qu'on a, l'idée c'est aussi, par exemple, dans nos pays, d'avoir plus de sensibilisation, plus d'information. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des questions climatiques, on a toujours l'impression que ça concerne les autres, certaines personnes, ou bien même dans les États, certaines personnes en haut. Mais le citoyen lambda, pour lui, c'est bon. Il y avait une conférence aux Nations Unies, il y a eu la COP Glasgow, la COP Montréal. Pour lui, c'est des choses qui sont... ça paraît encore abstrait, même si au quotidien, il subit les effets de ces changements climatiques-là. Et donc, pour nous, l'une des approches, c'est vraiment de travailler sur ces aspects de sensibilisation. Nous sommes en train de regarder tout ce qui est éducation environnementale dans les écoles, auprès des jeunes et autres, pour que le citoyen ne se dise pas « c'est l'affaire des autres ». Ça ne me concerne pas. C'est tout le monde qui doit effectivement prendre part à ça. Malheureusement, parfois, on se rend compte qu'on est dans un contexte, on prend certaines habitudes, on se dit c'est normal, mais c'est d'expliquer non, il y a des petits gestes que tout le monde, mais il faut que tout le monde comprenne que nous sommes dans le même bateau, qu'il n'y a pas le One Forest Summit qui a été organisé par le président Ali. Moi, ça ne me concerne pas, mais c'est un travail à faire. C'est vraiment un travail de longue haleine, aller auprès, travailler avec des jeunes, travailler avec d'autres ONG locales, amener l'ensemble des citoyens à vraiment s'approprier ça. Je prends souvent un exemple quand on parle par exemple, des aspects d'écotourisme. Vous allez dans un pays comme le Kenya, tu as l'impression que tout le monde est sensibilisé à cette question parce que pour eux, c'est important le touriste. c'est vital pour leur économie. Le touriste qui vient, il est important. Mais tu veux faire la même chose au Gabon, est-ce qu'on est vraiment sensibilisé sur le fait que nous devons développer cet écotourisme et que tout le monde dans la chaîne fait partie de cette filière écotouristique. La personne qui arrive à l'aéroport, la personne qui arrive dans un hôtel, qui arrive dans un restaurant, qui doit aller sur le terrain, etc., etc. Donc pour nous, c'est vraiment d'avoir ce travail au plus près des populations pour s'assurer que tout le monde monte sur le bateau. Ce n'est pas un bateau juste pour certaines personnes, mais c'est le bateau sur lequel tout le monde doit intervenir. Tu as pris un bon exemple au Gabon. C'est peut-être parce que nous sommes aussi dans un confort lié aux ressources pétrolières. C'est que nos finances, nos ressources quotidiennes sont payées par la rente pétrolière. Oui. Tant que cette rente pétrolière sera là, est-ce que tu penses qu'on va commencer à faire des efforts pour considérer la biodiversité comme une ressource qui peut nous permettre d'avoir les mêmes niveaux de ressources? Je prends un exemple. Le Gabon, c'est 100 millions de tonnes de CO2 par an en séquestration, en séquestration nette. Si on achète ça à $50 la tonne, ça équivaut à ce que nous gagnons avec le pétrole. Mais est-ce que les Gabonais sont conscients que si ce marché se met en place, nous devons laisser nos forêts en l'état? Comment est-ce que les ONG peuvent pousser à les faire accepter ce genre de compromis? Au quotidien, les Gabonais parlent de changement climatique. Moi, je le dis vraiment au quotidien. Mais peut-être pas, c'est peut-être parce qu'ils n'utilisent pas le terme changement climatique. Quelqu'un va te dire, ah, mais vraiment, les pluies ont commencé tard cette année. Hein. Il en parle comme ça. Tu arrives dans le village, on va te dire, ah, mais vraiment, il y a telle ressource.
On a vraiment du mal à trouver ça aujourd'hui. On parle de perte de la biodiversité, etc. C'est juste qu'ils ont leurs mots pour présenter ça. Ils n'utilisent pas les mêmes mots que nous. Sauf que nous utilisons des mots tellement scientifiques, tellement extraordinaires, que ça crée vraiment une barrière. Mais de montrer à celui qui parle des pluies qui n'arrivent plus comme il faut, on le voit dans nos villages aujourd'hui, les questions des saisons, par rapport aux mamans qui doivent faire leur plantation, elles vont te dire, ah oui, mais nous d'habitude on doit faire telle action à tel moment, mais aujourd'hui je ne sais plus comment faire parce que les pluies sont arrivées beaucoup plus tôt. Mais c'est juste de lui expliquer, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui doit être fait. On est en saison sèche, mais vraiment il pleut beaucoup. Personne ne fait le lien avec les questions de changement climatique, mais tout le monde en parle. Donc quand on parle des questions, par exemple, on a eu cette année, nous avons tout un programme sur la sensibilisation contre la pollution plastique. Mais quand on va dans les écoles et d'expliquer aux enfants un certain nombre de choses, juste sur des bonnes pratiques, sur des petits gestes à faire, ça a l'air d'être quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je prends souvent un exemple, on va chez le boutiquier, tu prends une bouteille en plastique. Pourquoi tu prends une bouteille en plastique et tu dois le mettre dans un plastique que tu ne sais même pas ce que tu vas en faire, ça va être quelque chose de plus gênant. Voilà. Et donc l'idée c'est de dire, ok, on parle de pétrole, d'accord, mais nous vivons au quotidien un certain nombre d'impacts. Nous sommes sur la côte. Nous voyons ce qui se passe sur la côte. Quand on va au Cap Extérias, on voit comment il y a le réseau, etc., les questions d'érosion qui se posent. Mais pour moi, c'est vraiment de dire aux gens, vous parlez de ces aspects tous les jours, mais les aspects dont vous parlez, c'est dû à ça, à ça, à ça. Et voilà ce que vous, à votre niveau, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout le monde ira parler à la tribune des Nations Unies, mais de dire à chacun qu'à ton niveau, voilà ce que vous pouvez faire. Et donc pour nous, l'idée c'est pas de dire on va arrêter la rente pétrolière ou bien on va simplement s'asseoir parce qu'on aurait pu dire bon restez à la maison, on attend l'argent des crédits carbone et puis on fera le partage. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais il s'agit de dire aujourd'hui, ok, il y a les crédits carbone qui sont là. C'est le résultat de telle chose, telle chose, telle chose, tels efforts, telle politique, telle réglementation qui ont été mis en place. Parce que justement, souvent, il faut aussi expliquer les mesures qui sont prises. On va prendre une mesure, on entend juste à la télévision, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus telle chose. Pour le commun des mortels, ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de... On ne comprend pas pourquoi telle décision est prise, mais l'idée, c'est aussi que nous, les ONG, on passe derrière pour expliquer de quoi il s'agit, pourquoi telle mesure a été prise. Pour moi, c'est vraiment d'embarquer tout le monde et qu'on ne se dise pas, nous, on n'est pas concernés, on a le pétrole, nous, on n'est pas concernés, on attend de tonnes de crédits carbone, etc. Mais de dire ce que nous avons aujourd'hui, c'est aussi le fruit de quelque chose et nous devons continuer à le maintenir. Monsieur Thiango, la jeunesse, vous avez organisé un One Forest Youth durant ce One Forest Summit. Pourquoi? Écoutez, parce que nous avons compris, comme Madame Nial, qu'il fallait embarquer tout le monde dans cette question de gestion durable des forêts tropicales. Et la jeunesse gabonaise, donc nous sommes partis à 4 de façon spontanée. Nous avons rapidement monté un projet et nous sommes rapprochés de la France, qui l'a très bien accueilli à travers son ambassade, qui nous a accompagnés avec un financement de près de 110 000 €. Et tout de suite aussi, le gouvernement gabonais a fait la même chose, pratiquement le même montant, qui nous a permis d'organiser durant 2 jours ce One Forest Youth Forum, dans l'objectif d'influencer les décisions, les actions et toutes les initiatives prises durant le One Forest Summit et après. Et au sorti de là, nous avons produit 12 recommandations, un manifeste et une initiative qui est sortie de là, qu'on appelle dorénavant le One Forest Youth Initiative, que le gouvernement gabonais a accepté d'accueillir à travers son ministre de la Jeunesse. Donc on aura ce réseau international, puisqu'on parle de résultats aujourd'hui, ce réseau international qui va se mettre en place et dont on aura un secrétariat permanent au Gabon.
Il faut dire que durant le One Forest Youth Forum, nous avons eu 800 délégués de près de 20 pays de partout dans le monde. Et nous avons aussi également eu, dans le cadre du financement, parce que nous avons fait appel à un basket fund pour pouvoir soutenir un programme de volontariat pour la mobilité croisée autour de la gestion durable des forêts tropicales et l'adaptation au changement climatique. Là encore, la France s'est engagée à travers France Volontaire pour nous octroyer 1 million d'euros. Et nous sommes donc avec la France, l'Union européenne, qui ont décidé de nous accompagner dans les 6 prochains mois. On va commencer à développer cette initiative avec toute la jeunesse africaine. Donc il faut dire que la jeunesse gabonaise a porté le lead. De manière, du point de vue des chiffres, il faut dire qu'au bout d'un mois, nous avons fait appel à la jeunesse mondiale et nous avons eu près de 1700 jeunes qui se sont mobilisés pour prendre part à cet événement. C'est quoi les actions que vous allez mener dans le futur? Alors, en termes d'action, tout de suite, nous avons un programme de mobilité croisée. L'objectif, c'est de permettre à ce que les jeunes du monde se retrouvent et partagent des expériences. Et renforcer aussi la sensibilisation. Madame la directrice de JV de WWF Gabon parlait de sensibilisation. La jeunesse veut s'engager dans la sensibilisation, l'accès à l'information, le partage de la bonne information autour des questions climatiques, des enjeux climatiques, autour du développement durable, autour de la question de la gestion durable des forêts. On veut aussi s'engager pour décomplexer le discours, parce que je peux vous assurer que lors de ce forum, c'était compliqué, parce que beaucoup pointaient du doigt la responsabilité de la France, notamment à travers les entreprises pétrolières qui ont notamment pollué. Donc il a fallu avoir un discours constructif, de co-construction, qui a fait comprendre à la jeunesse africaine qu'on n'était pas là pour faire un tribunal, on n'était pas dans un procès, on était dans une logique de co-construction. Donc il faudrait qu'on sensibilise, qu'on arrive à faire comprendre à la jeunesse qu'aujourd'hui nous sommes vers un développement commun, un développement durable, et que la France, l'Union européenne sont des partenaires et qu'ensemble, de façon décomplexée, nous pouvons lutter durablement contre la déforestation, contre la gestion illicite, contre le changement climatique, mais ça ne pourra pas se faire seul. Et donc, en termes de résultats aussi, nous avons eu la fondation du Premier ministre Lionel Zinsou qui a décidé comme ça de nous accompagner. Nous avons l'Union européenne qui a décidé de nous accompagner, de nous permettre de prendre part au rendez-vous du 23 juin à Paris. Donc le comité du One Forest Youth Forum sera là pour échanger sur les questions de financement. Il faut aussi dire qu'on avait une grande préoccupation, c'est la formation. C'est vraiment la formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers liés à la conservation, mais il y a beaucoup de restrictions. On a du mal à donner des bourses de formation pour des jeunes qui veulent s'engager sur les questions de forêt, sur les questions d'innovation technologique. Sous d'autres cieux, on parle des jeunes qui utilisent par exemple des drones. On a parlé d'innovation technologique, qui utilisent des drones pour faire de la cartographie, pour faire l'inventaire des gaz à effet de serre. Au Gabon, on n'a pas ces technologies-là et on s'est dit qu'il faut vraiment cette formation, ce renforcement des capacités, des formations d'insertion professionnelle, des formations à courte durée. Mais il faut, par exemple, on n'a pas eu Campus France, il fallait que Campus France aussi soit là pour faciliter les mobilités. On parle de mobilité croisée, mais lorsqu'on veut aller en Europe, parfois c'est très difficile. Parfois c'est très difficile, il faudrait faciliter ces choses-là, parce que les formations, c'est vrai, on a l'École nationale des eaux et forêts, mais aujourd'hui il y a tellement d'innovations autour des questions de forêt, autour des questions de conservation, qu'on a besoin que les jeunes Gabonais, si on doit parler avec les jeunes Européens sans complexe, il faudrait qu'on soit au même niveau de compréhension. Donc je profite, quand je parle de formation, je sais que vous êtes professeur et que ces questions-là vous parlent. Je profite encore de vraiment faire ce plaidoyer auprès de vous pour porter le message auprès des décideurs. Merci. C'est vrai que c'est curieux, mais l'Afrique est un continent extrêmement jeune. Et malheureusement, la jeunesse africaine n'est pas encore très formée pour comprendre les enjeux qui sont liés au changement climatique. Ça s'est vu même dans le domaine de la science. La plupart des connaissances qui sont générées dans le bassin du Congo sont surtout faites par nos collègues européens, nos collègues américains.
il n'y a pas grand monde qui travaille sur ces questions-là. Et c'est important. Sans la formation, on dit chez nous que la richesse, la plus grande richesse, ce sont les hommes. Les hommes bien formés, c'est une richesse inestimable. Donc on va toujours tout faire pour encourager. Et c'est l'un des messages qu'on a fait passer au président français pour lui dire d'abord former les jeunes. Parce que ce sont eux l'avenir de ce continent. Et ce sont eux, s'ils ont de bonnes connaissances de gestion, ils sont capables de préserver ces forêts sous de très longues générations. Alors, vous savez que le Gabon s'est engagé dans la valorisation de sa forêt. Diane, je pense que tu as assisté au pilier 2 qui était justement consacré à cette valorisation. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de ces échanges? Alors, effectivement, sur ce pilier, sur les chaînes de valeur durable, on a essayé de se poser la question de comment on s'attaque vraiment aux causes profondes de la déforestation, parce que personne se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais aller déforester ». Il y a des bonnes raisons pour ça. Et parmi les causes vraiment à l'origine, il y a le fait qu'il y a le besoin pour une partie de la population qui vit dans la forêt de se nourrir sans autres options que d'aller faire ce qu'on appelle l'agriculture slash and burn, qui a un rendement qui est très faible et qui est extrêmement consommatrice de forêt. Et on estime que d'ici 2030, enfin, entre 2010 et 2030, la part du bassin du Congo qui pourrait être détruit par cette agriculture vivrière, c'est de l'ordre de 10% des surfaces du bassin du Congo. Un autre facteur de déforestation important, c'est le besoin d'avoir du bois énergie, du bois de chauffage, du bois pour la cuisson. C'est aussi parce que les gens n'ont pas d'autre alternative pour trouver cette énergie, ils n'ont pas d'autre accès. Et puis une troisième raison, c'est des pratiques de forestières qui ne sont pas durables. Et donc les participants qui étaient des représentants d'entreprises, des représentants d'ONG, des représentants de coopératives agricoles, se sont dit, c'est quoi la solution? C'est vraiment de créer des opportunités économiques pour permettre aux populations de vivre bien, de vivre décemment, en exploitant durablement la forêt. Le sujet, c'est pas de mettre sous cloche, c'est vraiment de permettre d'exploiter durablement cette forêt de sorte à ce qu'elle fournisse des emplois et des revenus aux populations locales. Et un des problèmes qu'on a identifié, c'est que l'Afrique, elle extrait 50% de plus de biomasse par rapport à l'Europe chaque année, mais la valeur de ce qui est extrait est 60 fois plus faible que la valeur de ce qui est extrait du bois qui est extrait en Europe. Et donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour renforcer la valeur de ces productions en Afrique. Et pour ça, il y a notamment lors du Business Forum, donc il y a une cinquantaine de chefs d'entreprise qui sont réunis hier matin et qui se sont accordés sur une vision. Pour eux, la solution pour préserver la forêt, c'est qu'on arrive à créer 10 millions d'emplois de plus d'ici 2030 en permettant aux populations locales sur des activités qui sont liées à l'exploitation durable de la forêt. Ils ont identifié un certain nombre d'actions, un certain nombre de solutions, et à chaque fois, il y a des entreprises pionnières qui se sont engagées à mettre en œuvre ces solutions-là. Il y a par exemple le besoin d'investissement. Pour capter davantage de la valeur, on a besoin d'investir dans, d'une part, de l'agroforesterie et puis ensuite des activités pour transformer les ressources de la sylviculture, les ressources de l'agriculture. C'est un peu ce qui est fait au Gabon, enfin, avec l'interdiction de l'exportation de grumes. Comment est-ce qu'on va plus loin pour capter davantage de valeur, créer davantage d'emplois en faisant de la transformation locale. Et on a
vous avez parlé tout à l'heure de Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre, qui a créé une entreprise qui s'appelle, un fonds d'investissement qui s'appelle Southbridge, qui a annoncé à la dernière COP avec Euraseo un fonds d'investissement de 2 milliards d'euros dans des activités de reforestation, de régénération, d'agroforesterie. Et donc, qui a précisé le calendrier avec les projets qui devraient être opérationnels d'ici à la prochaine COP. C'est notamment des investissements qui sont faits aussi par la société Arise, qui est présente au Gabon et qui s'est engagée à créer un fonds d'investissement pour encourager des petites et moyennes entreprises européennes à investir dans des activités de transformation en Afrique. Ça, c'est le premier point, c'était vraiment cette question de l'investissement. Le deuxième point, et vous en avez parlé, et c'est vraiment essentiel, c'est la formation. C'est revenu tout au long de la matinée, ce besoin de formation. Formation aux techniques d'agroforesterie pour augmenter les rendements. Formation pour avoir des gens qui soient formés pour justement toutes ces activités de transformation qui soient faites. Et on a eu des engagements qui ont été pris, par exemple, par le Conseil interprofessionnel du café et du cacao du Cameroun pour créer des nouvelles écoles, des nouveaux centres de formation pour former des jeunes cacaoculteurs. Il y a un problème de vieillissement de génération des cacaoculteurs au Cameroun. On a besoin de former de nouvelles générations d'agriculteurs pour les fixer dans les villages, atténuer un peu l'exode rural. Et puis faire en sorte qu'ils soient formés à ces techniques d'agroforesterie pour justement avoir des meilleurs rendements et mieux en vivre. Un autre point qui est revenu tout au long, c'est comment est-ce qu'on rémunère mieux les productions qui soient durables. Et ça, c'est un point qui est revenu tout le temps. Il y a des forestiers qui nous ont dit qu'aujourd'hui, ils font des efforts pour être certifiés, mais que le premium qui leur est proposé pour la certification n'est pas suffisant par les marchés et qu'on a besoin de créer les conditions pour que ce qui est produit durablement soit mieux rémunéré. Et donc, il y a des entreprises qui se sont engagées sur des premiums qui sont versés à ces productions durables. C'est le cas par exemple avec ce partenariat sur le cacao au Cameroun où on a des chocolatiers français, des chocolatiers engagés qui se sont accordés sur le fait de rémunérer beaucoup plus des producteurs vertueux. Parce qu'ils ont déjà un cacao qui est excellent et qui est produit durablement. Il y a eu un axe aussi sur la valorisation des coproduits de la forêt, le fait de valoriser les déchets. Quand on scie des grumes, on perd 40% en fait du bois. Il y a des solutions pour récupérer ce bois-là, pour en faire justement du bois de chauffage, pour en faire du charbon de bois qui soit durable. Il y a des coproduits en termes de cosmétiques aussi. Dans la forêt, il y a eu un engagement de la part de la filière cosmétique française d'investir 500 000 € pour faire des recherches, financer des chercheurs, financer des thèses, financer des post-docs pour mieux connaître ce qu'ils appellent la cosmétopée des forêts du bassin du Congo pour qu'on puisse davantage valoriser aussi ces produits-là. Et puis aussi améliorer ce qui concerne la traçabilité. Et là, il y a eu énormément, et vous avez parlé aussi de la technologie, il y a eu énormément de start-up françaises et internationales qui sont venues présenter leurs produits pour faire des partenariats pour justement essayer d'utiliser ces technologies et de les transférer aussi en Afrique pour qu'il y ait des gens qui se forment et que ces technologies de traçabilité, elles puissent être aussi exploitées ici. Alors, Monsieur Gilles, je me tourne vers vous encore une fois. Pour des pays qui sont très vertueux comme le Gabon, qui ont mis en place depuis plusieurs décennies des politiques de conservation qui aujourd'hui donnent des résultats extraordinaires, on a les stocks les plus importants de carbone. On stocke un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France dans nos forêts. On a une énorme population d'éléphants, quasiment
va dire, tous les éléphants d'Afrique centrale se trouvent quasiment ici au Gabon. Comment on fait pour permettre à ce pays-là de garder cet avantage, sachant qu'il a mis, je dirais, entre cloches l'exploitation de ces forêts pour préserver le climat. Cette question des crédits carbone et des crédits biodiversité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Tout à fait. Donc, vous posez une question générale hein, qui est qu'est-ce qu'il faut pour préserver les forêts gabonaises? Qu'est-ce qu'il faut pour préserver les forêts du bassin du Congo? On vient de parler de valeurs et de marché. Hein, je pense que le débat sur l'importance de donner une valeur marchande, monétaire à la forêt est crucial parce qu'on ne s'occupe bien que de ce qu'on valorise, que de ce qu'on apprécie, que de ce qui rapporte. Et à la fois, ce discours-là, il n'est absolument pas suffisant hein, dans la mesure où on sait bien que les patrimoines naturels, la qualité des territoires, la qualité des eaux, des rivières, des forêts, des stocks de poissons, est autant liée à la capacité de régulation des États. Un marché des ressources naturelles non régulé, c'est rapidement le désert. Et ça, on a des preuves historiques un peu partout dans le monde, hein, que si on ouvre les vannes en disant à tout le monde « allez-y, la forêt, ça rapporte hein, », et que parallèlement, on n'a pas les capacités à faire attention à la façon dont on exploite la forêt, hein, à ne tirer qu'une ou deux tiges ou arbres par hectare, à ne tirer effectivement de l'exploitation que dans les territoires où finalement il n'y a pas forcément des énormes enjeux de biodiversité irremplaçable, etc. C'est la catastrophe. Donc je pense qu'il faut peut-être, et le débat sur les filières durables était aussi, comment dire, teinté de ce discours-là, hein, marché et régulation marchent toujours ensemble. Donc n'oublions pas que pour le bassin du Congo, il nous faut absolument aussi hein, des États forts, des parcs nationaux forts sur le terrain, des administrations forestières sur le terrain capables de gérer correctement la distribution des concessions, le contrôle de ce qui se fait sur ces concessions, des exploitants forestiers privés responsables, hein, où il y a des sanctions quand on ne fait pas bien le boulot, parce que sinon, ce discours économique, hein, il peut aller à la dégradation très rapide des bassins, des forêts du bassin du Congo. Donc ça, c'est une première réponse. Et quelque part, les crédits carbone, pour répondre à votre question, professeur, c'est un peu la même philosophie. C'est-à-dire que c'est très bien de reconnaître les valeurs, mais également, il nous faut des règles, une métrique de la vérification. Voilà, donc qu'est-ce qui pourra, un jour, sur les marchés volontaires, permettre à ces efforts de conservation du carbone biologique, et notamment des vieux stocks de carbone biologique du bassin du Congo, et également ce bon état écologique des forêts, hein, qu'est-ce qui va permettre en fait, in fine, de rémunérer ça? Voilà. Et là, on a besoin, plusieurs personnes l'ont dit dans les débats hier et avant-hier, on a besoin de confiance, on a besoin de règles, on a besoin de transparence. Hein. Tout ça, ça s'appelle la gouvernance. Voilà. Et la gouvernance, c'est pas que les gouvernements, c'est les citoyens, c'est les territoires, c'est les entreprises, c'est la science, surtout, c'est le partage de l'information. Voilà, donc il faut construire ça. Et moi, je suis persuadé qu'il faut absolument récompenser le bon travail environnemental. C'est sûrement la solution à nos immenses crises climatiques et de biodiversité, qu'il faut intégrer cela dans notre économie. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que globalement, on a une histoire de 150 ans où on n'a pas regardé. Hein, on n'a pas regardé suffisamment. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben voilà, la forêt, c'est un capital illimité, on va tirer dedans, et puis voilà. Les poissons, il y en a, on va tirer dedans, et etc. Hein, donc là, il faut vraiment, absolument, qu'on rentre dans une phase où finalement, on intègre dans notre économie les limites des écosystèmes, les limites de l'atmosphère. Le 1,5 degré, c'est ça. On a un crédit carbone qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Et donc pour le Gabon et pour le bassin du Congo, la question c'est voilà, c'est quoi effectivement les instruments clés qui vont nous permettre de conserver et les instruments clés qui vont nous permettre de valoriser et de se développer. Hein, voilà. Et là, nous on est assez confiants sur le fait que les tonnes de carbone, qu'elles soient dans le marché volontaire, hein, vous avez en tête, hein, c'est 5, 6, 7 dollars la tonne. Donc c'est globalement quand même un petit peu moins que ce que ça coûte
que de bien gérer et protéger une forêt. Donc on est dans une économie qui ne marche pas vraiment. C'est pas assez rémunéré. Surtout si vous devez vous occuper avec de la garderie et autres, de protéger effectivement, en plus du carbone, les éléphants, les gorilles, etc. Ça coûte un peu plus cher quand même. On est à peu près $10 l'hectare si on veut faire du bon boulot dans les aires protégées par exemple. Voilà. Donc en fait, on a une économie qui ne récompense pas suffisamment en ce moment ces choses-là. Et du coup, qui ne récompense pas ces efforts de préservation et de gestion durable. Et effectivement, du côté des exploitants, il y a une tendance à toujours exploiter trop et pas suffisamment respectueux un certain nombre de forêts. Et ça reste dans le milieu forestier. Si on prend l'ensemble de la population d'entreprises sur le bassin du Congo, ça reste avant tout le problème numéro 1. C'est-à-dire que ça reste une exploitation qui est non durable. Donc c'est pas assez régulé, c'est pas assez planifié, c'est pas voilà. Et là-dedans, pour rajouter une petite complexité à la chose, c'est qu'on a discuté. Et là, j'aborde un peu le troisième axe, si vous me permettez. Allez-y. On a discuté de comment rémunérer aussi la biodiversité préservée, comment rémunérer aussi le bon travail en matière d'air protégé, en matière, vous l'avez cité, plusieurs milliers d'éléphants de forêt, des grands singes, etc. Et là, le problème, c'est que l'économie, pour l'instant, notre système de rémunération, elle ne sait pas en fait rémunérer le bon état écologique. C'est très difficile. On le fait un petit peu avec ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Donc là, vous avez par exemple typiquement un bassin versant, des montagnes, de la forêt, des rivières qui produisent de l'eau et on met en place des agences de l'eau qui vont gérer ce territoire et se faire rémunérer par une redevance sur l'eau que les usagers au fond du bassin versant vont payer. Ça permet d'entretenir un territoire. Voilà, ça c'est un système de services écosystémiques. Pour la forêt tropicale du bassin du Congo, il y a très peu de modèles en fait. L'écotourisme, c'est compliqué, vous le savez, c'est pas facile. Moi, j'étais directeur de parc national en Amazonie et sur le plateau des Guyanes. Faire du tourisme dans les forêts équatoriales humides, on peut en faire un peu, il ne faut pas doucher les espoirs, mais c'est compliqué, ce ne sera jamais un truc de masse. Donc, il faut être réaliste. C'est des marchés de niche. Voilà. Aussi. Réaliste là-dessus. Donc, il faudrait inventer effectivement un système qui reconnaît l'effort que les Gabonaises et les Gabonais font de préserver, de bien gérer, de bien exploiter leurs forêts, pour quelque part donner des certificats biodiversité, c'est ce sur quoi nous avons travaillé, de manière à ce que finalement, au-delà des citoyens, avec les taxes qu'ils payent ou les impôts, au-delà du trésor public gabonais et de ses recettes pétrolières qui peuvent servir évidemment à préserver la forêt, qui sert à préserver la forêt. Voilà. Il faut aussi peut-être que les entreprises privées puissent s'engager, et ça c'est quelque chose de complètement nouveau dans l'économie mondiale, puissent s'engager aussi à prendre en charge le coût d'opportunité ou le coût à préserver ces grands patrimoines naturels. Et ça, pour l'instant, on en est vraiment très très loin. C'est-à-dire que globalement, c'est encore l'argent public qui prend en charge quasiment à 100% la préservation des grandes forêts qui ne sont pas détruites, et je parle bien de la préservation du bon état. On a une économie de la restauration, on a une économie de la séquestration du carbone qui marche bien quand la forêt est détruite et qu'elle repousse. Mais par contre, on n'a pas d'économie des stocks de carbone eux-mêmes, ni des stocks de biodiversité. Donc quand vous prenez un bon état, vous prenez 1 million d'hectares de forêts primaires absolument impeccables, au milieu du bassin du Congo, en fait c'est très compliqué de rémunérer simplement la préservation de ce bon état. Et pour l'instant ce sont les États qui prennent ça en charge et qui le font aussi avec les populations locales, les populations autochtones qui de tout temps ont réussi à vivre à peu près en équilibre avec ces écosystèmes. Voilà, donc ça il faut qu'on dépasse ça, et c'était un petit peu l'objet du débat sur les certificats biodiversité, mais je dois dire que c'est un débat qui est économiquement complexe, écologiquement complexe, et donc on n'est qu'au début du chemin. Merci.
Nathalie, vous, au VVF, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect de capital naturel. Est-ce que cet élément est apparu dans les débats sur ces questions de crédit biodiversité qui peuvent encourager à protéger ce qui est en bon état aujourd'hui? Merci. Je vais déjà rebondir sur sa dernière phrase, sur la complexité justement de tous ces modèles, de toutes ces initiatives qui sont engagées aujourd'hui. Effectivement, nous avons réalisé une étude au niveau du WWF sur la comptabilisation du capital naturel. En fait, en gros, quand on parle de capital naturel, l'exemple simple que je prends, c'est de dire une forêt, même si elle n'est pas exploitée, elle a de la valeur. C'est un capital qui est là. Une rivière, etc. Donc, c'est de regarder tous ces éléments qui ne font pas forcément l'objet d'exploitation, mais qui ont de la valeur. Mais c'est des choses assez complexes parce que quelle est la valeur? Comment est-ce qu'on va calculer la valeur de ce forêt? Pour un bien, c'est facile à calculer, mais pour un service... Pour un service, et ce n'est pas un seul service, parce qu'on va dire tu as une forêt, il y a tel service, tel service, donc il est vraiment important de regarder tout cela. Donc il y a eu une étude, mais nous avons travaillé juste sur quelques pans de cette étude. Nous espérons à partir du mois de juillet, avec un autre financement que nous avons eu, c'est de poursuivre ça. Et donc, dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire, nous suivons beaucoup ce que fait actuellement le PNUD au niveau du Gabon, avec la question sur la fiscalité forestière, etc., parce que ça, c'est aussi un autre pan. Par rapport à la question qui a été posée, il y a eu quand même des allusions assez, quand on a parlé, pas en profondeur, des biodiversité, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne s'assoit vraiment pour entrer dans le détail de ces crédits ou de ces certificats, parce que ça reste des choses très complexes. Pourquoi est-ce qu'on va parler du bois? Parce que tu as une grume, tu lui donnes une valeur, et puis tu vends ta grume, et puis ça s'arrête là. Mais si tu dis, OK, cette forêt-là, il faut que je regarde, c'est un capital qui est là, comment... Elle stocke du carbone. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une seule chose, il faut vraiment prendre tout cela en compte. Il y a des personnes qui te disent oui, en même temps, quand il pleut, l'évaporation, en fait, c'est des choses qui sont... Tu te dis, OK, c'est quelque chose. Donc, pour nous, ce n'est pas... Pour venir en parler, il faut d'abord qu'on mène un certain nombre d'études, un certain nombre de projets sur le terrain, avoir des données qui nous permettront justement de pouvoir en parler, de faire des propositions. Et c'est dans ce stade, et c'est à ce stade-là que nous sommes. Nous avons eu une première étude. Là, nous allons engager autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment de voir avec l'ensemble des parties prenantes, parce que vu la complexité, ce n'est pas le WWF seul qui peut aborder cela, parce que justement, comme on disait, il y a les questions d'eau, il y a les questions de faune, il y a beaucoup, tellement d'aspects à aborder qu'il faut vraiment que nous, lorsqu'on va démarrer le projet, qu'on ait à bord tous ces acteurs-là, parce qu'il est important de regarder cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la valorisation de la forêt, c'est aussi de se dire on va au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, on va au-delà du simple bois. Et quand on va au-delà du simple bois, quelqu'un en a parlé un peu plus tôt, il y avait toute la question du taux de transformation du bois, parce qu'on perdait énormément. Donc déjà améliorer, il y a des questions sur l'amélioration du taux de transformation pour qu'on puisse récupérer encore plus de valeur. Et il y a toute la question de ce qu'on appelait avant des déchets de bois, qu'on appelle aujourd'hui des coproduits de la forêt. Voilà, des résidus, et puis qu'on appelle coproduits. On voit quand même que même en termes de perception, il y a une évolution là-dedans. Donc de dire, ça aussi, c'est une matière première pour quelqu'un quelque part. Et il y a toute la question sur les produits forestiers non ligneux qu'on ne développe pas encore suffisamment, notamment au niveau du Gabon. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent, un certain nombre d'éléments qui peuvent vraiment permettre de donner de la valeur à nos forêts. Donc avec tous ces aspects de biodiversité, mais comme je l'ai dit, pour ça encore, il y a peut-être des scientifiques qui pourront nous donner ici des réponses claires, mais c'est une thématique, chaque fois que tu apprends quelque chose dessus ou que tu lis quelque chose dessus, ça devient encore plus complexe que la veille.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui est donné aujourd'hui, mais il y a déjà des choses qui peuvent être faites, comme je disais, l'amélioration du taux de transformation, tout ce qui est coproduit du bois, tout ce qui est produits forestiers non ligneux. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire autour de ça. Mais pour le WWF, nous voulons vraiment regarder de près cet aspect de capital naturel parce que nous pensons que c'est un aspect important aujourd'hui que pour nous, une ressource n'a pas de la valeur seulement parce qu'elle est exploitée, que même lorsqu'elle n'est pas exploitée, elle a également de la valeur. Alors, Madame l'ambassadrice, pardon, on a entendu un nouveau mot qui est apparu lors de ce One Forest Summit, c'est le partenariat de conservation positive. Le président Emmanuel Macron en a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Avec plaisir. Le partenariat de conservation positive, c'est effectivement une initiative qui a été lancée à la fois par la France et le Gabon et quelques autres pays, à Marrakech, non pas à Marrakech, n'importe quoi, à Sharm el-Sheikh, pardon, en décembre ou en novembre, fin novembre de 2022, et qui part de l'idée suivante, qui est un peu ce dont nous parlons aujourd'hui. On a effectivement besoin de préserver les écosystèmes qui absorbent le carbone, parce qu'on se rend bien compte que même si on arrivait demain à arrêter entièrement la consommation de pétrole, la consommation de gaz, la consommation de charbon, donc de décarboner toutes les économies du monde entier. Il y aura encore du gaz carbonique dans l'atmosphère. Oui, et surtout, on n'arrivera pas à le faire sur l'ensemble des secteurs, parce qu'il y a des choses, des technologies nouvelles qui ne sont pas encore là et dont on n'est pas sûr qu'elles soient là. Et donc, il faudra bien, de toute façon, qu'il y ait de l'absorption de ce carbone. Et cette absorption, elle se fait à travers, effectivement, les arbres, la nature, la plupart des grands écosystèmes, y compris, évidemment, les océans, comme vous le savez aussi. Donc, il y a ce besoin de préserver, au fond, ces lieux qui absorbent le carbone. Et puis, même chose, finalement, sur la biodiversité. On sait qu'il y a des écosystèmes qui sont particulièrement riches en matière de nombre d'espèces, de diversité des espèces. Alors, je fais une toute petite parenthèse là pour dire que, effectivement, une des raisons pour lesquelles tout ce qu'on appelle les crédits biodiversité, etc., c'est super compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer la biodiversité avec une valeur aussi simple que la tonne de carbone. On n'a pas l'équivalent. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur une unité de valeur, ça va être drôlement compliqué de mettre un chiffre en face d'une unité de valeur. Donc moi, ce que je trouve génial dans ce qui s'est passé ici, c'est qu'au moins on a mis le sujet sur la table. On a dit, il y a un truc qu'on aimerait bien faire, c'est de pouvoir donner des certificats biodiversité, ou en tout cas d'avoir quelque chose qui valorise la biodiversité en plus du carbone. Mais ça, c'est la première fois, au fond, dans le monde entier. Donc, je trouve vraiment l'intérêt de ce sommet. Après, je sais que la plupart des gens sont super, j'allais dire, ont toujours envie que ça soit pour demain matin. Moi, j'aimerais bien. Mais j'écoutais le forum des jeunes tout à l'heure. J'avais envie de dire, donnez-vous l'objectif, vous qui êtes jeunes et qui êtes plus de 50% de la population et qui allez de trouver une façon de rémunérer la biodiversité d'ici 5 ans à travers votre réseau. Voilà. Mais au moins, ça sera un truc super concret. On les formera pour ça. Ça serait super génial parce que, au fond, on en a tous besoin. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont sur la table, mais qui ne sont pas résolues. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir un magic silver, un boulet magique, comme disent les Américains, qui va tout résoudre demain matin. Donc, du coup, se disant ça, et se disant, il y a au fond des lieux sur Terre qui à la fois rassemblent beaucoup de carbone, beaucoup de biodiversité. C'est peut-être cela qu'il faut commencer par protéger, ou en tout cas, il faut trouver une façon pour les pays qui le souhaiteraient. Ça, évidemment, c'est à eux de décider, mais pour les pays qui ont envie d'exercer ce leadership, au fond, en matière de nature et de préservation de la nature, il faut pouvoir en face leur offrir une espèce de coordination de tous les moyens financiers qui pourraient être mis en œuvre.
Voilà. Et c'est ça l'idée du PCP. Et là, ce qu'on a fait, c'est le début de tout ça, c'est-à-dire qu'on a mis autour de la table, effectivement, des gens qui sont des grands financeurs traditionnels et le privé, et des gens comme le Jeff qui ont commencé à faire ces études sur à quoi ça pourrait ressembler ces fameux crédits biodiversité. Donc on avait la Banque mondiale, on avait la Banque africaine de développement, on avait la Banque ouest africaine de développement, on avait aussi la BAD, le Fonds vert, des tas de gens qui font des choses un peu équivalentes ailleurs. Et on a essayé, et plus des grandes ONG comme World Conservation Service, je ne sais plus, pardon, WCS, voilà, Conservation International, qui est l'ONG qui a au fond fait prendre conscience scientifiquement de cette réalité, et d'autres, pour réfléchir ensemble à voir comment est-ce qu'on peut déjà identifier tout ce qui existe en matière d'instruments. Par exemple, moi j'ai trouvé ça très intéressant, la Banque interaméricaine de développement, la BID, a fait des choses un peu... c'est peut-être pas si innovant que ça, me dit-on, mais enfin, moi je trouve que c'est quand même pas mal, qui est transformer les dettes. On parle toujours de la dette souveraine des pays qui est trop élevée, etc. Il faut la restructurer. Évidemment, personne n'a envie de restructurer parce qu'à partir du moment où vous avez prêté quelque chose à quelqu'un, vous n'avez pas envie de le perdre. Et en même temps, il y a un moment où ça devient un problème. Et donc, plutôt que de dire, bah voilà, on va la perdre, on transforme l'économie de la dette en faisant en sorte que, par exemple, au lieu de payer, je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée des taux d'intérêt, mais disons 10%, on la transforme en 5%, et le gain que le pays fait, on l'affecte dans un fonds qui va être utilisé uniquement pour préserver des sanctuaires de biodiversité. Et bien ça, l'Équateur l'a fait, les Barbades l'ont fait, et apparemment c'est en train de marcher. Et je me dis, ça ne peut pas être juste une idée géniale pour tout le monde qui va tout résoudre. Mais si on ajoute ça, plus d'autres choses qui ont été aussi proposées, je ne vais peut-être pas passer l'après-midi sur l'ensemble, mais c'était passionnant d'écouter au fond et de se rendre compte que les gens ils travaillent absolument chacun sur leur truc. Et donc quand vous êtes un pays, ben, vous êtes obligé d'aller en voir 10 pour essayer de voir comment, en mettant bout à bout les 10 instruments financiers que chacun va vous proposer, ça peut résoudre la façon dont, ce que disait Gilles tout à l'heure, au fond, rémunérer correctement une aire protégée. Donc l'idée du partenariat de conservation positive, c'est de se mettre tous ensemble autour de la table, d'essayer d'arriver en tant que groupe d'investisseurs et de donateurs face à un pays qui, évidemment, devra prendre ou aura envie de prendre des engagements de politique publique sur le long terme en disant, par exemple, je ne sais pas, je crois que le Gabon a pris l'engagement d'avoir 30% d'aires protégées. Si le Gabon disait, ben, puisque j'ai 80% de forêt, je vais vous faire de la provocation là, hein. Surtout ne croyez pas que c'est une position française. 88. Eh bien, passons de 30 à 50, ce qui serait, par exemple, quelque chose d'énorme en termes de saut qualitatif. Eh bien, à ce moment-là, c'est un saut qui pourrait vraiment justifier qu'en face, il y ait une coalition d'investisseurs et de donateurs qui se disent c'est quand même quelque chose qui est tellement important qu'effectivement, il va falloir pouvoir y répondre financièrement. Et donc, c'est une sorte de deal, c'est un contrat de long terme entre un pays qui a envie de s'engager de façon très ambitieuse. Hein. C'est comme l'Afrique du Sud l'a fait, par exemple, sur le pétrole. Sur le charbon. L'Afrique du Sud a dit, OK, je dépends à hauteur de, je ne me souviens plus, mais je pense que c'est au-delà de 50% en matière d'énergie du charbon. Je suis prête à sortir du charbon. C'est énorme. C'est un saut énorme de le faire. Et donc, l'ensemble des pays et tous les grands bailleurs ont dit, OK, ben, on s'assoit tous à la table et on discute maintenant. Comment on fait? Pour vous accompagner à réduire... Voilà. Et donc là, c'est un peu l'idée, c'est de faire la même chose en matière de biodiversité. Donc la France, le Gabon ont lancé cette initiative. On a fait un premier tour de table et on s'est donné rendez-vous au mois de fin avril, début mai, à Washington pour avoir 2 jours entiers de séminaire pour y réfléchir. Alors, et voir concrètement comment on avance. Avant de passer la parole au public, j'ai une dernière question encore pour vous. Les engagements. Les engagements que la France a pris. Quelles sont-elles et comment? Que pensez-vous qu'ils vont être mis en œuvre dans les prochaines... Parce que le président français a parlé d'urgence en même temps au Gabon. Ces engagements, pensez-vous que ça va se faire
dans les prochains mois, et quels sont Alors, je ne suis pas sûre de savoir récapituler l'ensemble des engagements, donc je me tournerai vers Diane et vers Gilles pour m'aider. Mais en tout cas, sur les PCP, l'engagement qui a été pris, c'est de mettre tout de suite, avec d'autres partenaires, comme Conservation Internationale et des grandes fondations et tous les pays du monde qui auraient envie, de mettre sur la table 100 millions pour commencer tout de suite à travailler sur tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour commencer à savoir comment ça va marcher, il va falloir faire des études scientifiques, parce qu'il faut quand même commencer à savoir d'où on part pour pouvoir prouver que, oui, on fait mieux demain matin. Il va falloir regarder l'ensemble en fait, faire une sorte de plan d'investissement, quoi. Donc la France l'a mis sur la table. Alors ça, je suis absolument convaincue que ça sera quelque chose qui va être mis en œuvre. J'ai pas de doute là-dessus. Mais pas forcément demain matin, parce que ça ne sert à rien de mettre 100 millions sur la table pour faire des études scientifiques ou de faire des tours de table de financeurs. Ça va quand même prendre aussi du temps, parce que, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on dit en France, il faut être deux pour danser un tango. Il va falloir qu'en face, les pays aient envie. Donc moi, j'ai envie de dire, la première chose, ça va être le souhait des pays, l'engagement politique. Et je pense que s'il y a engagement politique, alors ce qu'il y a de bien, c'est que cet engagement-là financier va nous permettre d'y répondre vraiment vite. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question d'engagement? Ou vous voulez qu'on ouvre, Gilles? Vous voulez qu'on ouvre les débats? Parce qu'il est déjà, on a pris un peu plus de temps dans les échanges. La parole est au public. Nous avons environ une demi-heure. Des questions? Moi qui suis enseignant, quand personne ne pose des questions, c'est soit que tout le monde a compris ou tout le monde n'a rien compris. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour vos interventions de qualité. J'ai trouvé ça très intéressant. Je voudrais rebondir sur ce dont on discutait à la fin du débat, sur la protection des forêts existantes et sur donc la protection des stocks de carbone. C'est ce qu'on appelle les projets RED ou RED+. Il y a eu des scandales récemment dans la presse sur la mesure de la protection de ces stocks de carbone avec l'organisme leader dans ce domaine qui s'appelle Verra. Et notamment une enquête du Guardian qui montrait qu'il y a 90% des crédits carbone qui ont été générés qui seraient qui n'auraient pas de réalité parce qu'on n'arrive pas à mesurer correctement ces stocks de carbone. Donc je voulais avoir votre avis sur ces sujets RED+, et sur ces méthodologies de mesure. Comment est-ce qu'on peut augmenter la qualité et la certitude de la mesure du carbone des stocks existants? Nous avons dans la salle Alain Carcenti. Je pense qu'il peut nous aider à répondre à cette question. Sinon, j'aurais posé la question à Gilles. Écoutez, la question, ce n'est pas une question de mesure des stocks. Mesurer les stocks, c'est compliqué. Mais globalement, avec le progrès technique, on doit pouvoir le faire en mettant pas mal d'argent sur la table. Le problème, c'est de savoir ce qu'on mesure. Et en fait, dans l'article du Guardian, qui s'appuie, c'est pas un article de presse, ça s'appuie sur plusieurs publications scientifiques récentes qui sont sorties et qui sont tout à fait sérieuses, qui expliquait que la plupart de ces crédits carbone sont générés par rapport à des prévisions de déforestation, donc d'émissions de déforestation futures, que les projets sont censés éviter. Et par des moyens techniques assez sophistiqués, disons, les chercheurs ont montré qu'en réalité, ces scénarios, ce qu'on appelle des scénarios de référence qui ont tendance à prévoir le pire, pour pouvoir ensuite dire qu'on a évité le pire. Ce qui fait que souvent, ce n'est pas de la réduction absolue de la déforestation, c'est simplement de la réduction relative, qui en fait souvent, parfois, masque pas de réduction du tout, voire de véritables augmentations absolues, mais qui sont toujours présentées comme ayant évité le pire, c'est-à-dire par rapport au scénario.
Donc le problème qu'on a, c'est non pas tellement un problème de mesure des stocks, voire même de l'absorption, même si les problèmes sont extrêmement complexes et très difficiles à mesurer avec beaucoup d'incertitudes, on le sait, mais c'est beaucoup plus par rapport à quoi on mesure. Et ça, je dirais qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. En fait, on tourne ce problème depuis, ça fait 20 ans qu'on tourne autour. On n'a pas vraiment trouvé de solution satisfaisante. Alors à la COP26, finalement, dans l'article, on a dit une chose, on a dit, finalement, la seule manière d'avoir quelque chose d'à peu près sérieux, c'est de payer pour une réduction absolue des émissions par rapport au passé, par rapport aux émissions historiques. Voilà, donc c'est réduction absolue et autres. Après, en plus, il y a beaucoup d'autres problèmes, qui sont des problèmes qu'on appelle de non-permanence, parce qu'il faudrait que... Parce que le CO2, ça reste très 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 longtemps dans l'atmosphère, des siècles et des siècles. Puis il y a des problèmes de fuite, quand vous avez des projets, ça peut se déplacer ailleurs. Voilà, donc il n'est pas du tout sûr qu'on arrive à trouver des moyens d'avoir un marché à haute intégrité environnementale. Moi, je suis très sceptique sur ce point. Gilles ? Merci, merci professeur. Donc, j'espère que vous avez tous suivi. Mais pour répondre aussi de façon peut-être en mots encore plus limpides, plus simples, le RED+, en fait, ne finance pas de la forêt réellement existante, puis c'est de la forêt qui, d'après les projections, devrait disparaître. Donc c'est bien de la forêt existante, mais pour pas longtemps, qui, grâce à des financements supplémentaires, reste existante. Voilà, la question, c'est finalement comment on finance de la forêt qui est là, qui n'a pas vocation à disparaître et qui, malgré tout, a quand même besoin d'un petit investissement pour la protéger, pour l'étudier, pour aider les populations autochtones et les communautés rurales à vivre de ces ressources, etc., et à participer au développement de leur région, de leur pays et de l'humanité aussi, même si elles vivent dans des endroits un peu reculés, quoi. Et donc c'est cette question-là qu'on a un mal de chien en ce moment à répondre, parce qu'on est sans arrêt dans des modèles économiques qui font appel soit à des services très monétisables, très monétarisables, soit de la destruction future, soit à de la mise sur le marché tout de suite, mais très destructrice, parce qu'une forêt qu'on coupe à blanc, donc ça c'est plutôt les modèles du Nord, mais même une forêt ici qu'on exploite de façon non durable, ça va vous rapporter énormément très vite à quelques personnes, en général pas les communautés locales, et puis après il n'y a plus rien pendant longtemps. Alors qu'une forêt bien gérée, si vous prenez le pas de temps de 20 ans, de 30 ans, au total ça va vous rapporter beaucoup plus, et surtout ça va rapporter à des personnes différentes, qui vont être les communautés locales, etc., et qui vont, à la fin de ce circuit, non seulement avoir accumulé les valeurs des services, mais qui vont se retrouver à la fin avec toujours la forêt qui est là. C'est ça qu'il faut réussir. Voilà, et moi je suis persuadé que là-dedans, on a certes besoin d'un peu de marché, mais on a aussi besoin vraiment de règles, de régulation, de droits forestiers, de forestières et de forestiers sur le terrain qui mettent en œuvre ces politiques pour effectivement, in fine, garder la forêt, ses patrimoines, les services qu'elle rende, et puis permettre une exploitation durable. Il faut absolument marier tout ça. Merci. Encore une question ? On a encore 15 minutes. Oui, bonsoir. Oui, la question est la suivante. Je ne vois pas celui qui pose la question. Oui. Peut-être que vous pouvez vous lever pour Oui, je suis debout. Ah oui, vous êtes debout. Oui. Pardon. La question est de savoir quelles sont les politiques de prévention et de répression sur la surexploitation et la dégradation de l'environnement à travers les acteurs, les entreprises et les ménages. Pour le VVF, la question. C'est quoi les politiques mises en place aujourd'hui pour lutter efficacement contre on va dire l'exploitation illégale des ressources biologiques? Merci. Déjà dans la question, je pense qu'il y avait un aspect de prévention par rapport à la question qui a été posée. Et je parlerai de deux aspects. Le premier, c'est le fait d'avoir du personnel sur le terrain. Il y a des missions de contrôle qui doivent être effectuées assez régulièrement. Bon, maintenant, est-ce que ces missions sont réalisées? Parce que c'est quand même quelque chose qui nécessite
un certain nombre de capacités humaines, matérielles pour couvrir l'ensemble de la forêt. Donc c'est déjà l'aspect de surveillance parce que les questions de prévention, on ne peut pas toujours savoir où ça va se faire. Mais il y a par exemple aujourd'hui un système que nous avons aussi présenté pendant le One Forest Summit dans le cadre d'un projet au WWF que nous menons en collaboration avec la GEOS qu'on appelle Forest Foresight. Et dans ce projet, justement, on travaille avec des images satellites sur les questions de prévention de la déforestation. L'idée, c'est de voir, on a un certain nombre de critères pour identifier des zones dans lesquelles on peut, je dirais, se dire qu'il y a des choses qui vont se passer là-bas, peut-être parce qu'il y a des ouvertures de routes, etc., etc. Et donc, avant que l'action ne se passe, dès qu'il y a cette détection, comme je disais, c'est un travail qui est fait avec l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, la GEOS. Tout de suite, il y a des équipes qui peuvent aller sur le terrain. On peut commencer à regarder ce qui peut être fait. Et ces questions de prévention à travers le système s'appelle Early Warning System, donc un système de prévention précoce. L'objectif, c'est vraiment de ne pas attendre que l'action se passe, mais de voir comment est-ce qu'on peut prévenir un certain nombre d'actions. Donc, dans le cadre du pilier 2, dans le cadre d'un side event plutôt qui a été fait, mais qui était lié aux questions aussi de traçabilité, nous avons fait cette présentation pendant le One Forest Summit. Mais il y a aussi quelque chose qui est utilisé, mais qui n'est pas forcément utilisé sur, je dirais, le bois de manière générale, mais par exemple sur la faune, c'est aussi l'implication des populations, parce que nous avons des populations qui sont à l'intérieur du pays et qui sont à même de pouvoir avertir lorsqu'il y a des activités qui peuvent paraître, je dirais, simplement louches dans leur zone, et prévenir les autorités. C'est quelque chose qui se fait notamment dans le cadre des activités de lutte contre le braconnage, etc., ou directement, notamment le ministère des Forêts, avec certaines ONG, travaille avec les populations pour pouvoir être avertis. Donc là, vraiment, il y a ce problème de prévention, il y a cette question de prévention, et on est vraiment en train d'élaborer des outils. J'ai parlé du projet Forest Foresight. Il y a eu une phase pilote qui a été faite dans le nord du pays, et il y a un mois environ, donc avec la GEOS, la Direction générale des forêts, l'environnement, la Direction générale des écosystèmes aquatiques et un certain nombre d'autres partenaires, nous avons lancé le projet sur l'ensemble du pays. Et donc ce projet va permettre de prévenir un certain nombre d'activités. L'idée, c'est vraiment de pouvoir intervenir avant que ça se produise. Parce que c'est une chose quand l'activité s'est déjà faite, mais c'est une chose quand même d'intervenir avant que cela ne se fait. Donc, quand on parle de politique, la politique, c'est vraiment d'avoir au niveau du terrain un certain nombre de personnes. C'est ce que le ministère des Forêts fait, avec notamment l'Agence nationale des parcs nationaux, d'avoir tout le temps des personnes qui sont sur le terrain, parce qu'il y a aussi cette présence qui est dissuasive, le fait de savoir qu'il y a régulièrement du personnel qui sillonne dans la zone. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose de lourd. C'est pour cela qu'on a aussi utilisé les images satellites, parce que ça permet de mieux concentrer ce que nous allons faire. Parce que dire qu'on va juste envoyer des personnes comme ça pour aller regarder sur l'ensemble du pays au hasard, ça peut être quelque chose d'assez difficile et d'assez coûteux. Diane, tu voulais intervenir aussi ? Je voulais dire un mot en réponse à votre question du règlement qui vient d'être adopté en fin d'année par l'Union européenne. On vient de se mettre d'accord sur un règlement qui vise à empêcher l'importation en Europe de produits issus de la déforestation. Et ça veut dire que quand on va importer ceux qui mettent sur le marché européen du soja, de l'huile de palme, du café, du cacao, du bois, du bœuf, ils vont devoir, celui qui va mettre sur le marché doit prouver que ce produit n'a pas causé de déforestation dans le pays où il a été produit. Nous, on en est
très très fiers, parce que la France a beaucoup poussé pour ça, parce que pour nous, c'est important qu'on n'est pas juste responsable de ce qui se passe chez nous, on est aussi responsable de l'impact que notre consommation a dans d'autres pays du monde. Par exemple, l'empreinte carbone de la France, c'est pour moitié l'empreinte des choses qu'on importe en France, mais des émissions qui ont eu lieu ailleurs. Et pour la déforestation, c'est pareil. Le sujet, c'est pas tant la déforestation en Europe que la déforestation qui est causée par notre consommation d'Européens. Donc, on en est très fiers, mais moi, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, en fait, à titre personnel, ces 2 derniers jours, et vraiment ce que je vais le plus sur le quoi je vais le plus travailler en rentrant à la maison, c'est le fait que j'ai vraiment eu l'occasion de discuter avec les producteurs et les pays qui vont être confrontés à la mise en œuvre de ce règlement. Et ça leur fait... et moi, je pensais qu'un pays comme le Gabon, qui a mis en place toute cette traçabilité sur son bois, qui est vraiment très avancé en la matière, moi, je pensais que ce serait très bien accueilli parce que ça leur donne un avantage différenciant par rapport à d'autres pays au monde. Mais je vois qu'il y a cette inquiétude très forte par rapport à comment est-ce qu'on va être capable de démontrer cette traçabilité, et aussi le fait que c'est ressenti comme vous nous mettez des barrières à l'entrée, vous ne voulez pas qu'on exporte. Et l'idée, c'était vraiment pas d'interdire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a aucun Européen qui veut arrêter de manger du chocolat et il n'y a aucun Européen qui veut arrêter de boire du café. Donc la solution, c'est comment on fait pour avoir une consommation responsable. Mais j'ai vraiment été confrontée au fait qu'il faut qu'on travaille, on a 2 ans pour mettre en place ce règlement, et qu'on travaille à l'élaboration de ces partenariats avec les pays producteurs, avec créer ces chaînes de valeur. Confronté à certains biais aussi qu'on a dans le règlement, on a parlé avec les producteurs de cacao du Cameroun, et je sais que c'est une inquiétude pour le Gabon qui veut développer la filière cacao, de dire, parce que dans le règlement européen, on a une date, en gros on dit, on n'accepte pas les produits qui sont issus de zones qui sont déforestées après le 31 décembre 2020. Et des pays comme le Gabon, comme le Cameroun, disent, mais c'est un énorme avantage que vous donnez à des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, qui ont déforesté massivement avant. Et en gros, vous faites une sorte de Yalta de la production de cacao dans le monde, et de quel droit l'Europe décide de figer en gros la production de cacao, et de dire qu'il y aura des surfaces beaucoup plus importantes qui vont pouvoir être mobilisées dans ces pays-là. Et vraiment, c'est l'engagement que moi j'ai pris avec Omer Maledi, qui est donc secrétaire général du Conseil interprofessionnel cacao et café au Cameroun. C'est qu'on va travailler dans les prochaines semaines avec l'initiative française pour un cacao durable, qui s'est engagée depuis 1 an et demi pour atteindre que toute la filière cacao-chocolat en France soit 0 déforestation, fournissent un revenu décent aux producteurs et éliminent le travail des enfants. Et on va travailler ensemble sur comment est-ce qu'on arrive à mettre en place les conditions de mise en œuvre de ce règlement pour que ça ne se fasse pas au détriment de ces productions durables. Donc ça m'a fait du bien de venir là et de me confronter à la réalité de ceux qui vont mettre en œuvre ce règlement. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur cet aspect? Ou alors une autre question? Bonjour. Ah, une minute. Moi, c'est Josué Kilizouman de la République démocratique du Congo. À chaque fois qu'on parle du bassin du fleuve Congo, je pense à mon pays parce que votre forêt vient en fait de la RDC. Je venais d'être très touché lorsque le professeur vous avait parlé que nous avons perdu 40% de notre forêt. Alors ma question est celle-ci. N'y a-t-il pas des organisations internationales capables de sanctionner les entreprises pollueurs ou ce qui facilite la déforestation? Ma deuxième question, quels sont les apports des pays pollueurs sur les pays protecteurs afin que la population participe à la conservation de ces forêts? Si par exemple, vous savez bien que l'Afrique est presque dans le noir, mon pays en particulier,
si on avait des barrages, on avait l'électricité, la population ne peut pas entrer, consommer les charbons. Je pense que c'est vous, les pollueurs, vous devez toutefois apporter une aide à nos populations pour que nous ne puissions plus continuer à utiliser, surtout que c'est nous qui protégeons le monde. Merci. Merci pour la question, mais je rectifie. Hein. Je n'ai pas dit que la RDC a perdu 40% de sa superficie forestière. La RDC, c'est 40% de la superficie des forêts d'Afrique centrale. C'est 4 fois plus que le Gabon en termes de couverture forestière. Mais la RDC est aujourd'hui en train de... La déforestation en RDC augmente plus vite que ce qui était attendu. Il y a 20 ans, il n'y avait quasiment pas de déforestation en RDC. Et aujourd'hui, on constate qu'elle perd 500 000 hectares de forêt quasiment chaque année. Donc, dans les 20 prochaines années, à ce rythme-là, la forêt de la RDC risque de ne plus exister. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, sur les questions de compensation, en fait, c'est la question de la compensation. Et je vais peut-être laisser Gilles répondre. Effectivement, la déforestation aujourd'hui en RDC, c'est un problème d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Malgré le fait que le réseau hydrographique de la RDC est extrêmement dense, il y a des possibilités de faire des barrages hydroélectriques, mais ces barrages hydroélectriques n'existent pas, sans doute parce qu'il n'y a pas de financement. Comment on fait pour pousser un pays comme la RDC à développer son réseau hydrographique, fournir de l'électricité aux populations pour qu'ils arrêtent d'utiliser le charbon comme un élément pour la cuisson, c'est pour l'énergie. Je crois que vous avez mis, monsieur, avec vos questions très précises et concises, le doigt sur toute la difficulté du problème, sur les immenses défis. En fait, développement humain, développement économique, conservation de la planète, tout ça doit travailler ensemble. Hein, on ne peut pas imaginer réussir la conservation de la planète sans réussir en même temps le développement humain pour tout le monde. Hein, c'est le principe général des ODD, des objectifs de développement durable, et sans développement économique inclusif, sans développement humain, progrès social pour tout le monde, la crise climatique, la crise de la biodiversité, on n'arrivera pas à la résoudre. Parce qu'in fine, on est quand même humain. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de manger, on a besoin de santé, on a besoin d'abri, on a besoin de sécurité. Et si on n'a pas ça, ben évidemment, les autres espèces, les écosystèmes, le milieu, voire les émissions de CO2, ça devient secondaire. Hélas, parce qu'il faut bien vivre au jour le jour. Donc je pense qu'en RDC, comme dans plein d'endroits dans le monde, il faut absolument résoudre les deux. Hein, et ça, ben, voilà, il n'y a pas de solution miracle, mais globalement, il faut imaginer le à la fois, le en même temps, on en a parlé hier, hein, et imaginer des trajectoires où on fait les meilleurs compromis. Ces compromis, oui, ils vont émettre un peu de gaz carbonique, oui, ils vont consommer un peu de forêt, mais in fine, ils vont permettre une meilleure prise en charge du capital naturel du pays, parce que les populations seront plus éduquées, parce qu'elles auront couvert sur leurs besoins de première nécessité, il n'y aura plus de problème de pauvreté, il n'y aura plus de problème de malnutrition, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'elle montre bien qu'on ne peut pas résoudre le problème de la planète sans résoudre le problème des humains. Voilà. Et donc, c'est une responsabilité immense des gouvernements. Hein, et j'embraye sur votre seconde question, qui est une question de justice environnementale mondiale, hein, qui est extrêmement présente dans tous les débats internationaux, que ce soit à la COP climat, que ce soit à la COP biodiversité maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un passif historique, notamment lié à l'histoire coloniale, mais pas que, lié aussi à la globalisation, hein, avec des sièges des grandes compagnies globalisées en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Chine maintenant, etc., qui produisent un impact écologique négatif, on dit une empreinte écologique assez disproportionnée par rapport à celle des habitants de la République démocratique du Congo ou de l'Inde ou d'autres pays. Et donc,
par rapport à cette injustice qui est à la fois historique et qui est à la fois contemporaine, maintenant, comment on traite ça? Voilà. Et la question, c'est la fameuse expression du fair deal, du juste accord, hein, dont ont parlé les deux présidents, Ali Bongo et Emmanuel Macron, hier. C'est-à-dire, quel est le juste partage de la tâche, du poids, pour accompagner la préservation du bassin du Congo et le développement des habitants du bassin du Congo. Voilà. Est-ce que c'est moitié-moitié? Est-ce que c'est 3/4, 1/4, hein? Est-ce que c'est une certaine type de contribution des pays riches, hein, qui historiquement ont peut-être abusé, hein, d'un certain nombre de choses? Est-ce que c'est une autre type de contribution des pays eux-mêmes? Parce que beaucoup de choses relèvent aussi quand même beaucoup de la souveraineté. Donc moi je pense qu'il y a une responsabilité qu'il ne faut jamais minimiser, hein, des gouvernements gabonais, congolais, etc., de prendre en charge leur patrimoine, de prendre en charge leur développement. Et là, nous, le discours des banques de développement, les banques publiques de développement, la Banque mondiale, l'AFD, tout ça, c'est à peu près 15% de l'investissement mondial chaque année, hein, le reste étant privé. 15% seulement, et à la fois, c'est beaucoup. Hein, parce que ce 15%, si on fait bien les choses, c'est un bon dialogue entre le Gabon, la Banque mondiale, le FMI, l'AFD, etc. On peut réellement essayer de répondre à la fameuse difficulté des ODD, c'est-à-dire à faire à la fois le développement humain et à la fois la conservation de la planète. Mais je ne vous cache pas que c'est un immense défi. Et en fait, les pays développés, certes, ils sont riches, mais ils dégradent encore plus l'environnement que la RDC. Donc la RDC, certes, vous êtes plus pauvre en termes économiques, mais vous dégradez beaucoup moins la planète. Hein? Donc comment on se retrouve au milieu du chemin, dans un fair deal, dans un juste accord, pour résoudre ces problèmes immenses? C'est vraiment la question qu'on a essayé de traiter aussi un petit peu à travers l'angle forêt ces 2 derniers jours. D'abord. Oui, j'avais juste une petite question en réponse à la question, si je puis dire. Vous avez mentionné une organisation internationale. J'aimerais bien que vous précisiez ce que vous voudriez que cette organisation internationale fasse, que ne pourrait pas faire un pays. Et j'ai toujours un tout petit peu... je crois que les organisations internationales ont beaucoup d'intérêt, mais aller faire la police, si c'est ça que vous vouliez dire, dans un pays, c'est toujours très compliqué. En général, c'est un pays qui est souverain sur son propre territoire. Donc, qu'est-ce qu'une organisation internationale pourrait faire? Et ça pourrait être très intéressant. Enfin, je pose la question de façon peut-être un peu provocatrice, parce que je pense en même temps qu'elle est intéressante, votre question. Mais que ne peut pas faire un pays, que pourrait faire une organisation extérieure à un pays avec l'accord de ce pays? Merci beaucoup. 2 minutes. Peut-être que vous répondrez à la question. Laissons d'abord Nathalie donner son point de vue. Merci. Votre question montre aussi la complexité de la lutte contre la déforestation. Parce qu'on comprend bien là qu'il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas une solution unique. Rien que pour parler de la RDC, on parlera de la population. Quelle est la population de la RDC? On parlera de la situation, notamment quand on voit tout ce qui se passe à l'est du pays. On parlera justement de l'exploitation des ressources naturelles. Cela revient à dire que aborder, là je sors peut-être de votre question, aborder les questions de lutte contre la déforestation, on doit effectivement tenir compte de chaque environnement. Ça veut dire que l'approche qui sera adoptée pour la RDC ne sera pas l'approche qui sera adoptée pour un pays comme le Gabon ou la Guinée équatoriale ou le Cameroun. J'aime bien souvent raconter quelque chose que j'ai vécu à Kinshasa. La première fois que j'arrive, le matin, je vois vraiment du monde et je demande au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, maman, ils attendent le taxi. Je lui dis, moi, ça c'est un meeting politique à Libreville. Autant de personnes qui attendent le taxi le matin. Ça veut dire que pour moi, les réalités, elles sont, on doit, dans les approches que nous abordons ici,
il y a vraiment la nécessité de prendre cette spécificité-là. Même quand on parle de la question de la dégradation, de la perte du couvert forestier en RDC, on va te dire que c'est plus accentué à l'est qu'à l'ouest. Et on peut peut-être assez facilement comprendre pourquoi c'est peut-être plus accentué à l'est. Donc c'est vraiment pour nous, c'est pour cela que nous devons travailler de manière spécifique dans les États, parce que les contextes sont différents, les problèmes sont différents, et donc les approches pour adresser tous ces problèmes-là ne peuvent pas être systématiques d'un pays à un autre. Pour ajouter, peut-être avant de vous poser la question, c'est la question de la gouvernance. Vos deux questions posent le problème de la gouvernance dans les pays d'Afrique centrale. Ce n'est pas simplement une gouvernance politique. Je ne parle pas des élections, mais de la gouvernance citoyenne. On a tendance, nous, en Afrique, à accuser les autres d'être responsables de nos problèmes. Et ce n'est pas vrai. Je vous ai dit tout à l'heure que la RDC, il y a 20 ans, 30 ans, n'avait pas du tout de déforestation. Cela s'est fait parce qu'on n'a pas mis assez de ressources dans la formation, dans le renforcement des capacités pour préserver la forêt. Le modèle que le Gabon a fait, c'est ça. Le Gabon a mis en place des règles de gouvernance du système forestier qui, aujourd'hui, ont permis d'atteindre ces résultats-là. Ces règles n'ont pas été appliquées partout et aujourd'hui, on en paye, si vous voulez, les conséquences. Donc, nous, les Africains, si nous n'améliorons pas nos modèles de gouvernance citoyenne, ce n'est pas les Occidentaux qui vont venir faire ce travail-là à notre place. C'est ça le nœud du problème. Et le changement climatique, la crise de la biodiversité, ce n'est pas simplement un problème occidental. Le progrès social que le monde a connu, dont nous les Africains nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, il est basé sur l'exploitation des énergies fossiles. Donc on ne peut pas simplement donner cette responsabilité à l'Occident. Et nous, on refuse de faire des efforts. Donc il y a des efforts à faire, comme vous avez Sophia dit, qu'il faut avoir entre tout le monde pour avoir un schéma qui permet de conserver au mieux la diversité et restaurer au mieux les écosystèmes et faire en sorte que le climat ne se réchauffe pas aussi vite qu'il est en train de le faire aujourd'hui. Donc ces éléments, on doit, nous les Africains, les porter, améliorer notre gouvernance pour pouvoir arriver à ces résultats. Maintenant, vous pouvez répondre. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à tout le monde. Ici, je parle, d'abord, je suis militaire. Je parle pour l'intérêt de tout le monde. Tout le monde a besoin de l'oxygène, tout le monde a besoin de bien vivre. Ce n'est pas seulement le Congo, je n'accuse personne, je ne parle pas trop de la politique. Je suis apolitique étant militaire et j'ai réfléchi comme militaire. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la discipline. Quand il n'y a pas de discipline, chacun va marcher selon ses désirs. Je prends l'exemple de la CPI. C'est une organisation internationale. Une organisation internationale qui met tout le monde à l'ordre. Vous avez parlé de l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi il y a cette déforestation? Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Et que si vous nous aidez à instaurer la paix à l'Est du pays, je pense qu'on pourra limiter cela comme à l'Ouest de la République. De la même manière que vous faites pour l'Ukraine, de la même manière qu'on fait à gauche, à droite, pourquoi pas nous aider à aider le monde? Étant donné que c'est nous le poumon, c'est nous la force. C'est comme ça que on est en train de mettre fin à la guerre à cause de la CPI. Ça fait longtemps que j'ai suivi Copenhague, les accords de Paris et ce qui venait de se passer en Égypte. On n'arrive pas à prendre une décision disciplinaire. Je parle en tant que militaire, j'ai ma façon de voir de façon militaire. Si on a une loi, on a des réglementations capables à stopper cette hémorragie, je ne pense pas qu'il y aura un réchauffement climatique avec le temps. Et si on doit interdire ceux qui polluent la nature à diminuer leur pollution, ça va encore aider. Si on nous soutenait, nous, qui sommes le poumon, les poumons verts du monde, à arrêter la guerre, à instruire les compagnies exportateurs de nos forêts,
Ça va nous aider. Si aujourd'hui on a les barrages électriques qui fonctionnent 24/24 comme en Europe ou ailleurs, mais on va pas consommer nos forêts. Vous voyez un peu tous ces éléments. Ça concerne tout le monde, c'est l'intérêt de tout le monde, car tout le monde a besoin de cet oxygène. Merci. Merci beaucoup pour votre point de vue. C'est cette question de la gouvernance qu'il faut vraiment améliorer. Merci beaucoup pour ce message très poignant. Mesdames et messieurs, j'aurais aimé qu'on soit encore... on vous donne encore la parole, mais le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Je voudrais vous remercier d'être venus ce soir nous écouter et je voudrais remercier tous les panélistes d'avoir donné de leur temps pour expliquer à tous ce qui s'est déroulé durant le One Forest Summit, qui est une première et qui, le président français nous a promis, va devenir périn. Chaque année, on va organiser un One Forest Summit, peut-être par l'année prochaine au Gabon, ça peut être en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, pour que tous les citoyens du monde se sentent concernés par la question de la préservation de la forêt tropicale. Merci beaucoup d'être venus et bonne soirée à tous. Dernier point. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, il y a un cocktail qui vous est offert en salle des expositions. Bonne soirée. Merci.